Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir à cet exposé du cycle de conférences mathématiques étonnantes, qui est un cycle où vous allez trouver un chercheur ou une chercheuse, c'est mieux, en mathématiques, qui fait un exposé accompagné d'un chercheur ou une chercheuse dans un autre domaine. Et ces deux personnes ont l'habitude de travailler ensemble sur des applications des mathématiques. Et c'est un cycle qui est à destination des étudiants de licence. Donc j'espère que vous êtes le plus possible devant vos écrans. Il y en a qui sont restés très longtemps en licence ici. Ce cycle est organisé par la Société mathématique de France, la SMF, qui organise plusieurs cycles à destination du grand public. Et il est aujourd'hui hébergé par Sorbonne Université. Donc merci à Sorbonne de nous prêter cet amphi. Ce cycle est l'occasion de relancer le cycle Aromate il y a quelques années ici. Donc les plus vieux étudiants en licence d'ici se souviennent peut-être de ce cycle de conférences. Donc on va faire passer une feuille dans les rangs. Si vous êtes motivé pour participer à l'organisation de conférences comme celle-ci à destination des étudiants de licence pour plusieurs conférences dans l'année, n'hésitez pas à vous inscrire. On sera ravis que les étudiants soient impliqués dans ces organisations. Alors merci, j'ai déjà dit merci à Sorbonne Université, merci à la Faculté des Sciences et de l'Ingénierie et à l'UFR de maths qui nous a aidés pour l'organisation de cette conférence. Merci à l'équipe de Capsule qui nous aide à gérer le streaming et tout ce qui va avec. Et merci à la Fondation Blaise Pascal qui sponsorise ces événements. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Myriam El-Karoui qui est très proche de moi et Sylvie Méléard. Myriam El-Karoui est biologiste, professeure à l'université d'Édimbourg, où elle dirige Synthesis, un centre de recherche consacré à la biologie des systèmes et à la biologie de synthèse. Elle est aussi enseignante à l'École Polytechnique et c'est une spécialiste de bactériologie. Elle va nous faire une conférence accompagnée de Sylvie Méléard, qui est, elle, une mathématicienne, professeure à l'École Polytechnique et membre senior de l'IUF. Elle travaille dans le domaine des probabilités et des processus stochastiques, motivés par des questions biologiques et médicales. Donc aujourd'hui, elles vont nous présenter un exposé qui s'intitule « Bactéries et antibiotiques mathématiques de la résistance ». Je leur laisse la parole. Merci. Et le micro. Bonjour à tous, alors je m'appelle Myriam El-Karoui, donc je suis la biologiste de la salle et donc je vais vous faire cette présentation avec Sylvie et je voulais remercier Pierre-Antoine de nous avoir invités. C'est avec grand plaisir qu'on est là pour vous parler d'une collaboration qu'on a commencée il y a un petit moment, je ne vais pas dire combien d'années, mais un petit moment où j'ai commencé à poser des questions à Sylvie. Alors j'ai 2 micros plus un pointeur magique et je crois que je ne vais pas y arriver, mais je vais essayer. Vous m'entendez dans le streaming ? Oui, d'accord. Et donc je vais commencer par vous expliquer certaines des questions biologiques que j'ai posées à Sylvie. Je vais aussi essayer de pas tomber. Et je voulais aussi vous dire de ne pas hésiter à lever la main si vous comprenez pas et on répondra à vos questions. En tout cas, on essaiera. Alors, je vais commencer par vous demander qu'est-ce que c'est que des bactéries ? Et c'est une question pour la salle, pas pour les gens dans le streaming parce que je ne vais pas pouvoir gérer le chat. Il y a quelqu'un qui a commencé à parler. Il faut parler très fort. Les organismes prokaryotes unicellulaires, vous ne devez pas être en licence de maths, vous. Ou alors vous vous souvenez du lycée. Alors effectivement, c'est exactement ça. D'ailleurs, je vous avais mis un peu la réponse là. Donc ce sont des organismes qui sont faits d'une seule cellule. Nous, on est fait de milliards de cellules, mais une bactérie, c'est une seule cellule. Et on dit qu'ils sont prokaryotes, ça veut dire qu'ils sont arrivés avant le noyau. Et ce que ça veut dire, c'est que leur ADN, il flotte dans la cellule, il n'est pas encapsulé dans un noyau. Dans nos cellules à nous, l'ADN, il est encapsulé dans un noyau, c'est-à-dire dans une petite poche qui est à l'intérieur de nos cellules. Et alors, les bactéries, il y en a plein, très différentes, et qui ont plein de formes très très différentes.
Et par définition, presque par définition, une bactérie, c'est un organisme tout petit, microscopique. Donc la taille d'une bactérie, c'est de l'ordre de quelques microns. Et donc on ne les voit qu'au microscope. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui est faux, parce que c'est de la biologie. Et donc il y a eu un article dans Science la semaine dernière qui a montré l'existence d'une espèce bactérienne où les cellules font 2 cm. Et donc elles ne sont pas microscopiques. Et donc en biologie, il y a toujours des exceptions. C'est pas comme en maths quand un théorème est démontré qu'il est toujours vrai. En biologie, quand quelque chose est vrai, il y a toujours un contre-exemple. Alors, une chose qui est importante à savoir, c'est que nous vivons en symbiose avec plein de bactéries. Il y a plein de bactéries dans votre intestin, il y a aussi plein de bactéries sur votre peau, et en général, on vit en très bonne entente avec ces bactéries. Mais de temps en temps, il y a des bactéries pas très gentilles. Je vais pas y arriver avec le pointeur. Si. Il y a des bactéries pas très gentilles qui commencent à se développer dans notre corps. Et ça, c'est ce qui se passe quand on a une infection. Et quand on a une infection bactérienne, on vous donne des antibiotiques, qui sont des petites molécules qui permettent de tuer les bactéries. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que les antibiotiques, mais une chose qui est importante que je dois vous rappeler, c'est qu'il y a énormément de bactéries sur Terre. En fait, ce sont les organismes vivants les plus nombreux sur Terre. Et il y a à peu près autant de cellules bactériennes dans votre corps qu'il n'y a de cellules humaines. Ça fait beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Donc les populations bactériennes, c'est des très grandes populations. Et du coup, on va se poser des questions, parfois en grande population. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un antibiotique? Un antibiotique, c'est une petite molécule chimique qu'on vous donne quand vous avez une infection bactérienne, pas virale, et qui peut tuer les bactéries. Ils ont différents mécanismes de fonctionnement. Alors, je ne vais pas les détailler beaucoup, parce que sinon, on en a pour 2 heures. Ça y est, j'ai plus de pointeur. Bon. Voilà. Mais ils sont capables d'aller tuer une bactérie. Je crois que là, j'ai plus de pointeur. Hein. Bon. Si, j'ai un peu à nouveau un pointeur. Bon. Donc, ils sont capables d'aller tuer une bactérie et en interférant avec différents processus. Par exemple, le processus de recopie du chromosome, le truc jaune que vous voyez au milieu de la cellule là, c'est le chromosome qui contient l'information génétique de la bactérie. De la même manière que nous, on a plein de chromosomes dans nos cellules, les bactéries, elles ont en général un seul chromosome, mais qui contient leur information génétique. Et puis, donc, on peut parfois aller abîmer les chromosomes. Pierre-Antoine, tu veux pas essayer de m'aider avec le pointeur là, parce que j'y arrive pas. Bon. On peut aussi aller faire des trous dans la membrane, qui est ce qui délimite la bactérie. J'y arrive pas. Bon. Et éventuellement, aller interférer avec ce qu'on appelle le métabolisme cellulaire. Le métabolisme cellulaire, c'est toutes les réactions chimiques qui font que les bactéries, elles récupèrent des nutriments à l'extérieur et elles fabriquent tout ce dont elles ont besoin pour pousser. Donc, quand on traite une bactérie avec un antibiotique, on interfère avec un de ces processus. Et une chose qui est très importante à comprendre, c'est que le seul moyen de tuer les bactéries, c'est de les tuer quand elles grandissent et qu'elles se multiplient. Si une bactérie est en train en état de ce qu'on appelle en état de dormance, qu'elle ne bouge plus, qu'elle n'essaye plus de grandir, en fait, aucun des antibiotiques qu'on a dans notre panoplie ne peut les tuer. Les antibiotiques, ça tue que les bactéries qui sont en croissance. Et donc, pour comprendre la résistance aux antibiotiques, la première chose qu'il faut faire, c'est comprendre la croissance des bactéries. Et alors, comment ça marche, la croissance des bactéries? Alors, sans pointeur, ça va pas être très facile. Ah, il est réapparu. Enfin, à moitié. Bon, alors, ce que vous voyez à gauche, là, c'est une bactérie assez grande qui a cette espèce d'amas au milieu qui correspond... Je crois que je craque un peu sur le pointeur. Donc, qui correspond à l'ADN. Et vous voyez que l'ADN va se séparer en 2 morceaux. Et une fois que l'ADN est séparé en 2 morceaux, il faut que je le fasse avec mon doigt. La cellule commence à se diviser et donc on passe d'une grande cellule à 2 petites cellules. Non mais c'est... Voilà, 2 petites cellules. Alors ça c'est un dessin. Ça c'est une photo en microscopie électronique où vous voyez la membrane de la cellule à l'extérieur. Et au milieu, les 2 amas jaunes qui sont les 2 chromosomes qui se sont séparés. Et puis là, juste au milieu, en fait, la bactérie elle est en train de faire pousser sa membrane au milieu pour se couper en 2 et devenir 2 bactéries. Et j'ai même un film.
Alors là, ce que vous voyez, c'est des toutes petites bactéries qu'on a regardées au microscope. Elles font à peu près 2 micros de long. Elles poussent, elles se divisent, elles poussent, elles se divisent, elles poussent, elles se divisent, elles poussent, elles se divisent. Et puis en quelques générations, il leur faut à peu près 20 minutes pour doubler. En quelques générations, on a 2 puissance 2, puissance 2, puissance 2, d'accord ? Ça croît de manière exponentielle et on a très vite beaucoup de cellules. Alors ça, c'est très bien, mais pour bien comprendre la croissance des bactéries, on a besoin de regarder de manière très précise, à chaque minute, comment est-ce qu'elles ont poussé et comment est-ce qu'elles se sont divisées. Et donc, on utilise un autre système pour les regarder. Et c'est ce que j'appelle la machine à maman. Alors, c'est une machine microfluidique. On a des tout petits peignes qui sont exactement de la taille d'une bactérie, à peu près 1 micron, dans lequel on va aller enfermer une bactérie par peigne et on va la regarder croître et se diviser au cours du temps. Donc, on va se voir exactement combien de temps il a fallu entre le moment où la fille est née et le moment où elle s'est divisée. Et on connaît aussi la taille à la naissance et la taille au moment de la division. Donc, vous pouvez voir ça là, dans un film. Je vous montre des bactéries rouges et vertes. Alors, celles qui sont rouges, elles sont en train de pousser et de se diviser normalement. Et les vertes que vous avez vues au tout début, je les ai traitées à un antibiotique. Elles sont très malades. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'elles poussent plus de la même manière. Elles sont beaucoup plus longues parce qu'elles n'arrivent plus à se diviser. Et donc, la question que j'ai posée à Sylvie, c'est est-ce qu'on peut construire un modèle mathématique qui nous permettrait de récapituler les données qu'on a dans ces films? On observe la croissance d'individus. On fait du Monte Carlo. On a plein d'individus séparés qu'on regarde en parallèle, qui nous permettent de récapituler de manière quantitative ce qui se passe quand les bactéries poussent. Et donc maintenant, c'est Sylvie qui va vous parler du modèle qu'on a développé pour répondre à cette question. Merci. Donc oui, ce que Myriam n'a pas dit, mais qui a été en fait pris en compte il y a assez peu de temps par les biologistes, dans les années 2000-2010, c'est la variabilité individuelle des bactéries. Avant, on pensait que si elles avaient le même génome, essentiellement, elles se comportaient toutes de la même façon. Et là, donc, ces techniques qu'on appelle single cell, où on observe donc de manière séparée la division de chaque cellule mère. Donc, Myriam a prononcé le mot de Monte Carlo. Vous voyez que cette expérience, donc, alors là, moi, c'est encore pire que Myriam pour le pointeur. Voilà, donc c'est un très grand peigne. Faut imaginer, il y a combien de branches dans ton peigne? Quelques centaines. Voilà. 1 millier de cellules à peu près. Quelques centaines. Donc, vous voyez que c'est des expériences où on observe à partir d'une cellule mère toute sa descendance, et on a quelques centaines de cellules mères qui se divisent de manière indépendante les unes des autres. Donc, ce que je voulais vous montrer mathématiquement, c'est comment les probabilités arrivent dans ces choses-là et comment on peut capturer justement quelques lois qui apparaissent pour déjà dans ce premier développement comprendre la croissance des bactéries. Alors, j'arrive pas à changer de page, voilà. Donc, on va se placer pour l'instant au niveau d'une bactérie. On suppose que quand elle apparaît, donc à sa taille initiale, c'est Y0. Et ce qu'on sait, c'est qu'au cours de sa vie, donc la taille de la cellule croît de manière exponentielle, avec un paramètre que dans une première approximation, on peut supposer constant, qu'on appelle le paramètre d'élongation. Donc, a priori, la croissance de la taille, la cellule pousse avec cette vitesse au cours du temps, y de t égale y0 au puissance lambda t. Donc ensuite, ce qu'on voudrait observer, c'est donc ça, c'est des choses connues. Donc c'est à quel moment la cellule va se diviser et quelle va être donc la loi qui gère la division de la cellule. Alors donc nous on a travaillé donc avec Ignacio Ignacio Madrid-Canales, notre doctorant, donc à partir d'observations qui sont données par le laboratoire de Myriam. Donc voilà, je vous ai quand même mis une photo de Myriam devant son microscope, parce que c'est des monstres ces microscopes sur lesquels on peut jouer sur énormément de paramètres dans ces microscopes pour l'observation de ces cellules donc au niveau vraiment individuel. Et à partir d'une analyse statistique, donc ça c'est le travail entre les doctorants de Myriam qui capturent les données et d'Ignacio qui est un mathématicien. Donc on a vu que le temps de division de la cellule ne dépend pas de la taille de la cellule, mais de ce qu'on appelle la taille ajoutée. C'est-à-dire
de ce paramètre A2T, donc pour le autant T, qui va être la taille de la cellule moins sa taille à la naissance. Donc ça, c'est une première chose, et on a regardé donc sur ces expériences Mother Machine ou machine à maman, hein, donc qui vous donnent un certain nombre d'indications donc sur un échantillon, comme on l'a dit, hein, de généalogie d'individus indépendantes. Donc on a regardé les données et donc les biologistes ont étudié ces données sur 3 milieux plus ou moins riches, donc qui sont représentés, vous voyez, par 3 histogrammes. Hein. Il y a un histogramme qui est rose, un qui est vert et un qui est bleu. Donc, c'est 3 milieux différents. Donc, c'est intéressant aussi de voir que suivant les milieux, en fait, la date de séparation, de division de la cellule, hein, en fonction de son âge ajouté, est différente. Donc, on a fait une analyse statistique de ces histogrammes. Et ce qu'on peut montrer, hein, donc il y a des outils pour voir ça. Donc moi, comme je m'adresse aux étudiants de licence, j'ai essayé de vous mettre en évidence des lois que vous avez pu rencontrer dans vos cours de probabilité. Et donc on peut montrer que ces densités là que vous voyez, qui résument les histogrammes dans les 3 milieux, eh bien sont proches d'une loi log normale. Hein, donc une loi normale, vous avez vu ça en cours, c'est une variable aléatoire qui suit une loi normale si le logarithme de cette variable suit une loi normale. Et donc c'est une loi normale, on sait qu'on a 2 paramètres qui la caractérisent, une moyenne et une variance. Donc on est capable dans les 3 milieux de glycérol, glucose et glucose plus acide aminé, hein, qui est le plus riche, d'estimer les paramètres qui gèrent cette loi. Hein. Et donc, on est capable d'avoir une information sur cette loi qui gère la division, le temps de division cellulaire. Donc ensuite, ce qu'on a remarqué, hein, donc ce qui est remarqué dans les expériences, c'est que la division n'est pas parfaite. Donc, dans une première approximation, la cellule se divise, comme on l'a vu dans les schémas de Merriam, en 2 parties qui semblent à peu près égales, mais c'est seulement à peu près égal. Et on voudrait capturer mathématiquement ce à peu près. Donc, on a supposé que si la taille de la mère à la division est Y, eh bien, les 2 filles ont des tailles Y fois une certaine variable aléatoire, et l'autre fille, bien sûr, a une taille Y facteur de 1 moins la même variable aléatoire, celle-ci prenant ses valeurs dans 0,1. Donc, c'est la manière dont la cellule se divise. Donc, je vous ai mis, a priori, on peut intuiter que cette variable aléatoire est d'espérance 1,5, hein, parce qu'on voit que c'est à peu près, on se divise à peu près à la moitié de la cellule, et par ailleurs, on peut même supposer que cette variable aléatoire est symétrique. Alors là encore, eh bien, on a observé sur ces données Mother Machine que vous a présenté Merriam, donc les histogrammes de cette variable aléatoire grand F, donc dans les 3 milieux de glycérol, glucose et glucose plus acide aminé. Hein, donc on voit dans chaque cas donc des analogies. Vous voyez déjà, on voit que les histogrammes sont quand même assez proches d'une variable aléatoire de loi symétrique. Et en fait, on montre par des outils statistiques que la densité de cette variable aléatoire-là est proche d'une loi bêta. Hein, donc pour les étudiants, donc je rappelle ce que c'est qu'une loi bêta. Donc c'est une variable aléatoire suit une loi bêta, donc c'est caractérisé par 2 paramètres alpha et bêta. Si sa densité donc vaut cette quantité-là, et bien sûr, hein, je vous rappelle, grand F c'était quelque chose qui était compris entre 0 et 1, donc une loi bêta ici, sa densité prend ses valeurs dans 0,1. Et en particulier, on peut montrer que l'espérance de cette variable aléatoire, exercice pour les étudiants de licence, c'est alpha sur alpha plus bêta. Donc, si on voit des paramètres de telle sorte que alpha est égal à bêta, eh bien, ça donnera effectivement que l'espérance est égale à 1,5. Donc, là encore, on a fait une analyse statistique dont je vous donne pas les détails à partir des données des biologistes. Et donc, voilà, ce qui a été trouvé, c'est que dans chacun des milieux, eh bien, effectivement, on peut calibrer les paramètres d'une loi bêta qui explique en tout cas les données de manière tout à fait intéressante. Et vous voyez que dans chacun des milieux, en fait, on a des paramètres différents, mais ils sont extrêmement proches l'un de l'autre. Ce qui était
corrobore l'intuition qu'on avait. Voilà. Donc ça vous donne un exemple de la manière dont on travaille peu à peu entre données et modèles pour essayer de comprendre un peu mieux comment sont gérées ces divisions cellulaires. Donc, je te repasse la parole. Alors, juste pour revenir sur le résultat dont Sylvie parlait juste là, donc ce que vous voyez, c'est que dans 3 conditions de croissance différentes, on donne beaucoup à manger ou pas beaucoup à manger aux bactéries. On a un modèle qui nous permet de vraiment très bien récapituler quantitativement ce qui se passe. Le modèle, pour l'instant, il ne nous permet pas de dire ce qui se passe quand on traite les bactéries avec des antibiotiques. Et en fait, c'est le travail qu'on va faire, qu'on va continuer à faire avec Ignacio. Donc, cette histoire-là, elle n'est pas tout à fait finie. On sait ce qui se passe quand les bactéries poussent normalement. Et on va maintenant modifier le modèle pour essayer de comprendre ce qui se passe quand on traite les bactéries avec des antibiotiques et qu'elles deviennent très longues, qu'elles n'arrivent plus à se diviser. Et donc, ça nous entraîne à nous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Alors la résistance aux antibiotiques, vous en avez sûrement tous entendu parler, et ça marche comme ça. Vous imaginez qu'on a une population de bactéries, dont je vous rappelle que ça peut être une population très très grande, et que la plupart de ces bactéries, elles sont susceptibles aux antibiotiques, et je les ai mises en orange comme ça, mais au hasard, de temps en temps, il y en a une qui a une mutation, une modification de son chromosome, qui la rend résistante à l'antibiotique qu'on va vous donner si vous avez une infection. Donc si vous avez une infection, on vous traite à l'antibiotique. Toutes les bactéries vont mourir puisqu'elles sont sensibles à l'antibiotique, mais la bactérie qui est résistante, eh ben, celle-là, elle ne sera pas tuée, et du coup, elle va pouvoir se multiplier. Et donc, on va voir ce qu'on appelle une infection avec résistance aux antibiotiques, où le patient, on le traite aux antibiotiques. Pendant un moment, ça commence à aller mieux. Et puis, au bout d'une semaine, l'infection a l'air de réémerger. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelques cellules résistantes initialement, et elles ont commencé à se multiplier à nouveau, et donc on a une nouvelle infection. D'accord? Donc ça nous pose beaucoup de problèmes en clinique. Et donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Alors, une des premières choses qui peut se passer, c'est que sur le chromosome, je vous ai montré les photos où on voit bien l'ADN dans les cellules, donc il y a un chromosome, le chromosome peut accumuler des mutations. Mais il y a un autre phénomène qui peut se passer, qui est un phénomène qui est plus surprenant, qui est qu'une bactérie qui est résistante, elle peut transférer son gène de résistance à une de ses voisines. Donc, comment ça se passe? Eh bien, la bactérie qui est résistante, c'est pas que la voisine va muter, c'est que la voisine, elle va recevoir le gène de résistance par un phénomène qu'on appelle le transfert. Alors, comment ça marche le transfert? Eh bien, ça marche de la manière suivante. Alors, dans une bactérie, là, je vous ai montré un schéma. Au milieu de la bactérie, il y a un gros paquet d'ADN, qui est le chromosome bactérien. Mais en plus de ce chromosome bactérien, parfois, il y a des petites molécules qui sont des toutes petites molécules d'ADN qu'on appelle des plasmides. En général, elles sont à peu près 1000 fois plus petites que le chromosome. Le chromosome d'une bactérie, c'est à peu près 5 millions de paires de bases. Nos chromosomes à nous, c'est 3 milliards de paires de bases, 1000 fois plus grand. Et un plasmide, c'est 1 ou 2 milliers de paires de bases, tout petit. Vraiment pas beaucoup d'ADN, des tout petits morceaux d'ADN, mais ils ont une propriété extraordinaire qui est qu'ils peuvent être envoyés entre 2 cellules par transfert. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai une bactérie qu'on dit donneuse, qui a son chromosome et le plasmide. Elle est capable de fabriquer un tube qu'on appelle un pilus qui va aller s'accrocher à une autre bactérie du voisinage. Donc vous imaginez que ça, c'est juste un espèce de tube dans lequel on peut envoyer une petite molécule d'ADN qui est donc cette molécule de plasmide. Elle rentre dans la bactérie receveuse qui du coup maintenant contient un plasmide et peut elle-même devenir une bactérie donneuse.
Et ça, c'est une photo en microscopie électronique où vous voyez une bactérie donneuse qui a fabriqué son pilus et qui est en train d'envoyer de l'ADN dans la bactérie d'à côté. Donc c'est un phénomène tout à fait extraordinaire parce que l'ADN, du coup, il est partagé des mamans, des cellules mères aux cellules filles. Il peut être partagé entre voisines dans un écosystème. Et d'ailleurs, il peut être partagé entre bactéries qui ne sont pas de la même espèce. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est comment ça marche le transfert. Et il y a une question un petit peu plus précise. C'est que, donc, alors, ces plasmides, très souvent, ils contiennent des gènes de résistance aux antibiotiques. Et donc, on voit, dans des populations bactérielles, le transfert de gènes de résistance aux antibiotiques par l'intermédiaire de ces plasmides. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est très étonnant et qui a étonné les biologistes depuis très longtemps, c'est que quand une bactérie contient un plasmide, s'il n'y a pas de pression de sélection, si on n'expose pas la bactérie à l'antibiotique, la bactérie qui contient le plasmide, elle pousse moins bien que ses voisines qui n'ont pas de plasmide. On dit que le plasmide, il est coûteux. En fait, il y a un certain coût à garder le plasmide dans la cellule. Ça coûte de l'énergie. Et donc, les cellules qui ont un plasmide, en fait, elles se multiplient plus lentement que les cellules qui n'ont pas de plasmide. Et donc, la question qu'on s'est posée depuis longtemps, c'est qu'en fait, si on évalue les écosystèmes bactériens, il y a toujours des cellules avec plasmide. Même quand c'est des écosystèmes bactériens qui ne sont pas soumis à des pressions de sélection où il y a des antibiotiques. Et donc, ça pose la question de savoir comment c'est possible. Comment c'est possible que les bactéries qui portent ce plasmide coûteux, j'ai encore perdu mon pointeur, mais c'est pas grave, ne soient pas éliminées dans la population. Et là, je vous rappelle que ce qui est vraiment important, c'est que, du coup, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement la croissance d'une seule bactérie, mais le fait qu'on est dans des grandes populations et qu'il va y avoir de la compétition entre les différentes cellules. Les cellules, elles vont être en compétition pour la nourriture, et celles qui poussent plus vite, normalement, elles devraient gagner. Donc, c'est la question que j'ai posée à Sylvie. Sachant que les bactéries qui ont un plasmide, elles poussent moins vite, mais que les plasmides peuvent être transférés, quelles sont les conditions pour lesquelles les plasmides vont être maintenus dans la grande population? Et donc, je laisse la parole à Sylvie. Il y a une question en ligne. Ah, il y a une question en ligne. Vas-y. Combien est-ce qu'il faut de mutations pour que la bactérie devienne résistante? Alors, c'est une très bonne question. Ça dépend des antibiotiques. Il y a des antibiotiques pour lesquels une seule mutation sur le chromosome est suffisante pour permettre d'acquérir une résistance. Et le taux de mutation des bactéries, c'est de l'ordre de 10-9 mutations par cellule et par réplication, par copie de bactéries. Mais sachant que les populations sont très grandes, ce que ça veut dire, c'est que dans un tube à essai, quand je fais pousser mes bactéries, que j'arrive le lendemain matin, que j'ai un tube à essai plein de bactéries, j'en ai quand même vraiment quelques milliards. Et ce que ça veut dire, c'est que dans mon tube à essai, j'ai probablement un des mutants qui est présent. Alors ça, c'est pour certaines classes d'antibiotiques. Il y a d'autres antibiotiques pour lesquels il faut plusieurs mutations. Et ça, c'est beaucoup plus difficile d'avoir 2 ou 3 mutations. Et donc, ces antibiotiques-là, on voit moins de résistance apparaître. Il y a une autre question dans la salle. Je vais répéter pour le streaming. La question, c'est donc toutes les bactéries n'ont pas de plasmide. Et le plasmide, j'ai pas bien compris s'il contient l'intégralité de l'information de l'ADN de la bactérie ou juste une partie, puisque vous avez insisté sur le fait que... Oui, alors donc la question que je répète pour le streaming, c'est toutes les bactéries n'ont pas de plasmide. Et qu'est-ce que c'est l'information génétique qui est contenue dans le plasmide? Est-ce que c'est toute l'information génétique de la bactérie? Non. L'information génétique principale de la cellule, elle est sur le chromosome, qui est beaucoup, beaucoup plus gros. Le plasmide, il contient que quelques gènes, mais il y a un très fort enrichissement des gènes de résistance aux antibiotiques dans les plasmides. Et donc, c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Il y a d'autres plasmides qu'on appelle des plasmides de virulence. Ils ne portent pas des gènes de résistance, mais ils portent des gènes qui sont très importants pour la pathogénicité des bactéries. D'accord ? Donc, il y a un vrai rôle d'adaptation à la pathogénie, que ce soit en gène, parce qu'ils portent des gènes de virulence ou parce qu'ils portent des gènes de résistance aux antibiotiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Non, et pas en ligne non plus. Donc maintenant, c'est à Sylvie. Alors.
Ok, donc on va essayer d'expliquer progressivement de comment on peut capturer justement la probabilité d'invasion d'un plasmide butant. Et avant de comprendre ça, il me paraissait important, surtout pour les étudiants de licence, de comprendre comment on pouvait modéliser ce type de croissance de population. Vous voyez qu'on part avec une seule cellule au départ. Alors là, évidemment, le film est accéléré, mais vous voyez que en fait, on a des divisions qui se passent pas du tout de manière générationnelle, et donc en tant qu'on a ce qu'on appelle un phénomène en temps continu ou de manière aléatoire au cours du temps, on peut voir des divisions de cellules, même on pourra voir des morts de cellules ou ultérieurement des transferts de cellules. Donc, je voulais, à partir de cet exemple, vous expliquer comment on modélise un processus indexé par le temps continu, et en particulier ce qu'on appelle des processus de naissance et mort, indexés par le temps continu, qui sont vraiment des processus permettant de décrire ce comportement aléatoire de la croissance d'une population de cellules. Donc, qu'est-ce que c'est un processus stochastique? C'est une collection de variables aléatoires indexées par le temps continu, ici indexées par t. Donc, pour définir ça de manière très rigoureuse, il y a des mathématiques derrière dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais là, on va voir ça d'un point de vue assez simple. Et donc, ce processus, ce qu'on veut, c'est compter le nombre de bactéries qu'on a à chaque instant t. T étant le t appartient à R+, donc le temps réel. Donc, on va compter des bactéries. Donc, les valeurs de ces variables aléatoires n de t sont en grand N. Et on va rajouter plus 1 à grand N de t si on a une division cellulaire dans cette cohorte de bactéries. Et si on a une mort, on retire 1. Donc, on ne prend vraiment en compte que la division et la mort possible des bactéries, sachant que, par hypothèse, on suppose que toutes ces morts et divisions sont indépendantes les unes des autres. Alors, on va supposer, donc, la première chose qu'on va supposer, c'est que la loi des divisions cellulaires suit une loi exponentielle de paramètres, d'un certain paramètre que j'appelle B. Donc, on va d'abord s'occuper de la première division cellulaire dans mon système, et je vais appeler T indice div le temps de la première division. Donc, dire que c'est une loi exponentielle, c'est dire que la probabilité que ce T indice div soit plus grand qu'un certain petit t, c'est E puissance moins bt. Et pour les biologistes, c'est important de savoir surtout que le temps moyen de la première division, c'est 1 sur B. Donc, quand on a des lois exponentielles, il faut toujours garder cette vision du paramètre de la loi. Donc, de même, on va avoir donc de manière indépendante des morts cellulaires. On peut avoir des morts cellulaires, et on va supposer que la loi de la première mort cellulaire suit une loi exponentielle de paramètre D. Donc, de même, si j'appelle T indice mort le temps de la première mort cellulaire, la probabilité que T indice mort soit plus grand que T, c'est exponentielle moins dt, et le temps moyen de la première, j'ai mis division, mais je voulais mettre mort, c'est 1 sur D. Alors maintenant, si je regarde le premier temps où la taille de ma population change à partir de la condition initiale, eh bien, ça va être le minimum entre le temps de division et puis le temps de mort cellulaire. Donc, si je regarde la loi de cette variable aléatoire-là, je vais regarder la probabilité que T1, donc ce premier événement où mon nombre de bactéries va changer, la probabilité que ce T1, j'ai des soucis avec ce pointeur, est plus grand que T, donc c'est égal à la probabilité que à la fois le temps de division est plus grand que T et le temps de mort est plus grand que T. Et comme on a supposé qu'on avait indépendance de ces événements, eh bien, c'est égal à l'exponentielle de moins, parenthèse, B plus D fois T. Donc, on reconnaît une loi exponentielle de paramètre B plus D. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête. C'est que quand vous avez comme ça des descriptions d'événements indépendants qui suivent des lois exponentielles avec de paramètres donnés, eh bien, si on regarde la loi du minimum de tous ces temps d'apparition de ces événements, ça va être une loi exponentielle, et ce qu'on appelle le taux, le paramètre de cette loi exponentielle, c'est la somme des paramètres des lois exponentielles de chaque événement considéré. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a deux cas de figure. Soit ce premier temps où il se passe quelque chose pour mon processus, c'est un temps de division cellulaire. Et dans ce cas-là, si j'avais N0 individus au temps 0,
je vais au temps T1 rajouter un individu, et donc ma population au temps grand T1, c'est N0 plus 1, et puis si ce temps grand T1, c'est le temps d'une mort cellulaire, eh bien N grand T1, c'est N0 moins 1. Et on peut montrer que ce premier événement T1 égale T de la division arrive avec une probabilité B sur B plus D, et l'événement T1 égale un temps de mort cellulaire arrive avec une probabilité D sur D sur B, D plus B. Donc, vous voyez que c'est un processus qui est extrêmement simple, hein, même s'il est indexé par le temps continu. En fait, on va l'indexer de manière récursive par ces temps aléatoires où un événement survient. Donc, on peut comme ça, de proche en proche, on va réitérer cette construction. Maintenant, on se donne la taille de la population au temps T1, hein, et on recommence à simuler nos temps de division et nos temps de mort cellulaire, et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un processus où il y a que des sauts. Hein. La dynamique du processus, je vous ai fait des petits dessins de trajectoire après, elle est très simple. On ne fait que soit qu'on ajoute plus 1, soit on retranche moins 1, et on a tendance à décrire cette dynamique en la résumant comme ça, en disant qu'on va passer de n à n plus 1 à taux b, hein, parce que ce passage-là est géré par une loi exponentielle de paramètre b, où on passe de n à n-1 à taux d, de la même façon que c'est géré par une loi exponentielle de paramètre d. Donc ce type de dynamique, on appelle ça une dynamique markovienne, hein, du nom d'un mathématicien qui s'appelait Markov. Et cette dynamique-là, vous voyez, elle vous dit que si vous fixez un temps t0 et qu'à ce temps t0, vous savez que votre taille de population, c'est un certain nombre n0, eh bien la dynamique de votre processus à partir de ce temps-là, elle a exactement la même loi que si vous partiez au temps 0 avec la valeur petit n0 pour votre processus. Alors, donc ça, c'était pour la... Voilà. Et donc, je vous ai dit que je vous montrais des représentations graphiques. Donc, on a un peu deux moyens de visualiser les trajectoires d'un tel processus. Donc, là, je vous ai mis une représentation sous forme de ce que j'appelle généalogie, c'est-à-dire on regarde toute l'histoire des descendances des deux individus que j'avais au départ. Hein. Donc là, j'ai juste deux bactéries au temps 0. Et puis vous voyez, donc le premier temps où il se passe quelque chose, c'est là où j'ai un premier temps de division de ma cellule, et que ça va me donner une cellule fil. Donc après, j'ai deux cellules. Il y en a une qui meurt, et puis l'autre continue avec une autre division ici. Et puis j'ai une deuxième cellule en dessous qui, à des temps aléatoires différents, va se diviser une première fois, puis cette cellule-là va mourir assez vite, puis se rediviser et encore une dernière fois. Donc ça, on voit donc comme ça hein, toute la généalogie au cours du temps des descendants de mes deux cellules mères. Sur le deuxième graphique, je représente juste une trajectoire de ce processus N de T qui compte le nombre de bactéries que j'ai au temps T. Hein. Donc je suis partie avec N0 égale 2, pardon. J'arrive pas à revenir. Voilà. Et donc, tant qu'il ne se passe rien, le nombre de cellules reste égal à 2. Hein. Et puis, au premier temps où il y a un événement de division, eh bien, mon nombre de cellules s'accroît de 1. Hein. Donc, je passe à 3 ici au temps T1. Ensuite, on suit le graphique du dessus. Au deuxième temps de division, on rajoute encore une cellule, hein, c'est celui-là. Donc, on monte encore de plus 1. Puis, on a la mort cellulaire de la première mère, on redescend. Ensuite, on a la mort cellulaire d'une fille, on redescend. Et puis ensuite, au cours des divisions, on remonte. Donc, vous voyez que les trajectoires de ce type de processus sont très simples, c'est juste des fonctions en escalier. Hein. Donc ça, c'est une représentation d'une trajectoire. Pour un certain oméga, vous avez votre processus qui a cette forme-là. Donc ça, c'est le moyen, vraiment l'outil de base dans ces approches stochastiques de description de taille de population, hein, ce processus de naissance et mort à temps continu. Alors maintenant, on va introduire donc deux populations, puisqu'on va avoir une population qui porte le plasmide de résistance et une population qui ne le porte pas. Donc on va regarder un processus de naissance et mort, mais à deux types. Hein. Donc on va avoir une population et puis il y a deux types de bactéries dans cette population. Donc je vais appeler le type petit a
le type des bactéries qui ne portent pas le plasmide de résistance, et je vais appeler type grand A les bactéries qui portent le plasmide de résistance. Donc, on va modéliser de cette manière, de la même manière, la dynamique de la population. Hein. Donc, je vais appeler N indice grand A de T le nombre de bactéries de type grand A, N petit a de T le nombre de bactéries de type petit a, et puis je vais appeler N de T la somme, le nombre total de bactéries autant T, la somme des deux. Alors, donc je vais décrire la dynamique de ce nouveau modèle, hein, maintenant qu'on a un peu mieux défini ce qu'on appelait les taux. Donc, je vais supposer, donc ici, vous voyez, vous avez deux types. Hein, donc avant, on avait un processus de naissance et mort qui était caractérisé par ce qu'on appelle le taux de naissance petit b et un taux de mort petit d. Là, ces taux-là, en tout cas les taux de division, vont dépendre du type de la cellule. Hein, c'est ce qu'a expliqué Myriam tout à l'heure. A priori, pour la cellule, porter des plasmides, c'est coûteux. Hein, d'autant que quand on dit un plasmide, en fait, souvent, un plasmide, c'est un certain nombre de copies du plasmide. Et suivant les plasmides, il peut y avoir 2-3 copies ou des centaines de copies dans la cellule. Donc, toutes les ressources qu'elle alloue à la survie à s'entretenir avec ces plasmides, hein, c'est une cellule plus lourde, elle n'alloue pas ses ressources à la division. Donc, on verra ça dans des simulations après. Donc, a priori, j'ai deux taux de division, un taux pour les cellules de type petit a que j'appelle petit b de A et un taux pour les cellules grand A que j'appelle b de grand A. Alors, ensuite, on a je vous ai parlé de mort cellulaire, hein, et Myriam vous a parlé de pression de compétition. En fait, il y a très peu de morts naturelles des cellules, il y a des passages en dormance, mais très peu de morts. Mais en revanche, il peut y avoir, si vous contraignez le milieu en termes de ressources, il y a une pression, hein, de ces ressources qui peuvent être en petite quantité sur les bactéries, et de ce fait, il va y avoir, donc ça va pouvoir entraîner une mort des bactéries. Donc ici, le taux de mort des bactéries, ce que j'avais appelé petit d dans l'exemple, dans le premier modèle, en fait, on va le prendre de la forme d'une constante qui va, c'est ce qu'on appelle la pression de compétition, mais fois la taille, le nombre total de bactéries, grand N. Hein, là, je suppose que ma population est à grand N bactéries. Alors pourquoi? Vous voyez, parce que chaque bactérie va consommer les ressources et donc impacter les ressources qui peuvent être allouées à la bactérie qui m'intéresse. Et ensuite, donc, on va supposer qu'on a un transfert. Hein, donc, on peut avoir un transfert, comme vous l'a expliqué Myriam, d'une bactérie qui porte le plasmide vers une bactérie qui ne le portait pas. Hein. Donc, dans ce cas des transferts de plasmide, c'est vraiment du transfert par contact. Donc là, c'est un modèle où on ne tient pas compte de l'aspect spatial, mais on suppose quand même qu'on a un modèle par contact. Et donc là, on va supposer que une bactérie de type grand A, elle va choisir au hasard une bactérie de type petit a au taux sur grand N. Alors, il y a plusieurs manières de choisir le taux de transfert ici. Hein, c'est un peu comme dans les modèles d'épidémiologie, il y a du transfert qu'on appelle densité dépendant ou fréquence dépendant ou d'autres types de transferts. Ça, on a eu des discussions très très longues avec les collègues biologistes et c'est toujours une question qui n'est pas complètement résolue. Donc là, j'ai pris un cas simple. Donc vous voyez qu'une manière de résumer la dynamique, c'est ce que j'ai dessiné en dessous. Hein. Vous avez vos deux sous-populations de type petit a et grand A. On va rajouter à taux petit b de petit a, un individu dans cette population-là, ou à taux b de grand A, un individu dans celle-ci. On peut mourir de part et d'autre, on peut perdre un individu dans chacune des populations à taux c grand N, et transférer donc un individu de type petit a à un individu de type grand A à taux sur grand N. Hein. Donc ce que ça veut dire ici, c'est que si on a un événement de transfert qui se passe, ma population n petit a, n grand A, après l'événement de transfert, devient n petit a moins 1, n grand A plus 1. Hein. Ici,
on n'ajoute pas ou on ne retire pas d'individus, on reste à taille constante, c'est juste le type des individus qui change. Alors, maintenant, on va se placer dans le contexte que j'appelle évolutionnaire, dont Myriam a parlé, c'est-à-dire, on va supposer qu'on a l'apparition d'une cellule qu'on peut appeler mutante, qui est une cellule donc qui est unique au début et qui porte le gène de résistance grand A. D'accord ? Et on va voir si c'est comment on peut quantifier donc le développement de la sous-population de cellules de type grand A, celles qui portent le plasmide de résistance. Donc vous voyez que dans tous ces modèles évolutionnaires, donc il y a vraiment une idée qu'il y a un mutant qui arrive dans la population, et au début il est unique, donc même si cette population d'individus mutants se développe, elle est toute petite au début, donc elle est énormément soumise aux fluctuations aléatoires, et donc vraiment les outils probabilistes sont fondamentaux pour capturer ces phénomènes d'invasion. Donc je vais supposer que j'ai beaucoup de bactéries de type petit a. A priori, elles sont toutes sans plasmide de résistance au début, comme vous l'a expliqué Myriam. Donc, il y en a beaucoup. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la manière dont on capture le nombre de bactéries à l'équilibre. Mais voilà, donc j'appelle N petit a le nombre de bactéries de type petit a à l'équilibre. On suppose que ce nombre s'est stabilisé. Donc j'ai un mutant grand A qui arrive dans ma population et donc on peut regarder la dynamique initiale de la population qui émerge de ce mutant. Donc cette cellule mutante, on sait qu'elle se divise à taux petit b de grand A, mais elle peut aussi grossir du fait qu'on ait eu des transferts, qu'on ait eu un transfert à partir d'une cellule de type petit a. Donc par contact, on peut imaginer qu'il y a eu un transfert, et donc ce qu'on peut montrer, c'est que le taux d'apparition, comme je vous ai dit que quand on avait des événements indépendants, on ajoutait les taux. Ici, vous voyez que le taux d'apparition d'une nouvelle bactérie de type grand A, eh bien, il va arriver avec un taux qui est la somme de B de grand A, si une cellule de type grand A se divise en deux, ou plus donc le taux qui correspond au transfert. Donc, alors, pourquoi c'est taux et pas taux sur N? Là, vous voyez que quand au départ, il y a que un mutant ou très très peu de mutants de type grand A, là, oh là là, je suis vraiment la taille totale de la population, c'est essentiellement grand N petit a, et donc mon taux de transfert, c'est grand O sur N petit a, et comme j'ai essentiellement grand N petit a cellules de type, comme j'ai grand N petit a cellules de type A, donc le taux auquel on va pouvoir recevoir, on va pouvoir transférer vers un type grand A, c'est grand O sur N petit a fois N petit a, donc c'est grand O. Alors, la deuxième chose qu'on peut observer, donc là encore, du fait que la population, elle est essentiellement de taille grand N petit a dans les premiers temps de développement de cette population toute petite de mutants, eh bien, le taux de mort, c'est essentiellement grand C fois N petit a. Donc finalement, vous voyez que le taux de croissance de cette population de mutants, donc le taux de croissance, c'est quoi? C'est la différence entre le taux de naissance et le taux de mort. Donc, ça va être B de grand A plus taux moins CNA. Alors, ce qu'on peut montrer, c'est que, et ça c'est une information classique en probabilité, c'est que le mutant grand A va pouvoir envahir la population si ce taux de croissance, B de grand A moins C grand N petit a plus taux, est positif. Alors, pourquoi je l'ai écrit comme ça? Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez rappelez-vous, je vous ai dit que B de grand A, c'est quelque chose qui est en général petit parce que c'est coûteux pour les bactéries qui portent le plasmide de se diviser. C'était la question de biologiste de comprendre ça. Et donc ce B de grand A moins CNA, eh bien, si la pression de compétition est importante, ça peut être négatif.
Hein. Donc ça, c'est ce qui caractérise la démographie, hein, taux de division moins taux de mort. Et puis, il y a ce paramètre de transfert qui, au contraire, lui est positif. Donc, on va avoir un compromis entre la démographie et le transfert pour assurer la positivité du taux de croissance global correspondant au développement de la population type grand A. Hein. Donc, on peut calculer, grâce à ça, la probabilité d'invasion de grand A dans la population qui était à l'équilibre de type petit a. Hein, ça, c'est des calculs assez classiques pour les processus de naissance et mort que j'ai pas le temps de vous expliquer, mais on peut montrer donc que cette probabilité, elle se calcule, c'est ce taux de croissance que on appelle dans notre langage en évolution la fonction de fitness d'invasion du mutant grand A dans la population résidente de type petit a, hein, et divisé par le taux d'arrivée donc d'un tel mutant. Donc, on sait la calculer en fonction des paramètres. Donc, je vais vous montrer des simulations de ces objets-là. Donc, où on va voir, soit une invasion-fixation d'un plasmide coûteux, soit de la coexistence. Donc, vous voyez qu'ici, on a pris un B2, donc le taux de division des cellules sans le plasmide, c'est 1. Le taux de division des cellules avec plasmide, c'est 1,5. Hein, donc, a priori, elles vont se diviser beaucoup moins. Et on a pris donc une pression de compétition qui vaut 1, voilà, un certain taux de transfert. Alors, on a un ordre, je crois, de quelques milliers de bactéries dans le système, là, au départ. Et voilà, vous voyez que au début, vous avez des cellules, donc celles de type petit a sans le gène de résistance qui sont essentiellement à l'équilibre. J'arrive plus à lire, dans 5000, je crois. Hein, donc voilà. Et vous avez donc, on introduit un individu de type grand A, hein, et on modélise ce que je vous ai raconté. Hein, je vous ai décrit ces processus de naissance et mort de manière récursive. Donc on simule de manière exacte ces processus-là en simulant toutes les lois exponentielles qui nous intéressent. Et vous voyez que peu à peu, donc la population mutante, donc en rouge vous avez le nombre d'individus mutants, donc dans ce premier graphique, va se développer, hein, et se développer suffisamment. Donc n'oubliez pas qu'elle est en compétition à travers les taux de mort avec la population de type petit a, mais elle va se développer tellement que la population de type petit a va avoir un taux de mort de plus en plus grand et va s'effondrer. Et finalement, on va avoir non seulement une invasion, mais une fixation de cette population de mutants. Donc ça, c'est un cas extrême où la population ici de bactéries qui portent le plasmide a totalement pris la place de la population précédente sans plasmide. Donc le deuxième cas est plus proche de la réalité, et je vais laisser la parole justement à Myriam dans ce contexte-là. Vous voyez que ici, le plasmide est moins coûteux du point de vue de la division, hein, mais vous avez une pression de compétition qui est beaucoup plus forte. Hein. Et là, donc, vous avez toujours pareil l'invasion de ce mutant portant le plasmide de résistance. Et au bout d'un certain temps, eh bien, il va y avoir une coexistence donc des deux sous-populations portant ou non le plasmide. Voilà. Donc, je vais repasser pour conclure la parole à Myriam qui va commenter un petit peu ces simulations-là. Et Merci. Alors, donc, je vais conclure vraiment très rapidement en disant que effectivement, sur le plan biologique, quand on analyse des écosystèmes, en fait, ce qu'on voit, c'est principalement des phénomènes comme ça, de coexistence, où on a dans la population à la fois des bactéries qui ont le plasmide et des bactéries qui n'ont pas de plasmide, qui coexistent ensemble. J'ai des collègues en Espagne qui ont essayé de faire des travaux pour essayer de se débarrasser des plasmides. En fait, c'est extrêmement difficile. On n'arrive pas à complètement éliminer les plasmides dans la population, parce qu'il y a exactement ce dont Sylvie vous a parlé. Même si on arrive à réduire le nombre de cellules qui ont des plasmides dans la population, comme il y a toujours du transfert, en fait, elles réenvahissent. Donc on est très souvent dans cette configuration-là. Et puis quand on arrive, par des moyens divers et variés, à faire baisser la population des bactéries qui ont le plasmide, en fait, ça revient.
Dès qu'on enlève les molécules qui empêchent le transfert, ça revient. Donc en fait, on n'arrive pas à se débarrasser des plasmides. Et ça nous explique pourquoi c'est si difficile de lutter contre la résistance aux antibiotiques. C'est qu'en fait, dans la dynamique de la population elle-même, la stabilité du plasmide, elle est en gros intégrée dans la dynamique de population. Alors maintenant, je vais finir, parce qu'il est juste 7h30, en remerciant les gens qui ont fait vraiment le travail. Dans mon labo, les gens qui ont fait vraiment le travail, c'est Sébastien et James, qui ont fait tout le travail de mettre les bactéries là dans les petits peignes à bactéries, de faire de la microscopie. C'est des manips qui durent entre 12 et 24 heures. Alors, il reste pas 24 heures devant le microscope, je vous rassure tout de suite. Mais de démarrer la manip, c'est plusieurs heures de travail le jour même et c'est 3-4 jours de préparation. Et derrière, il y a aussi énormément de travail d'analyse d'images pour qu'on aille identifier très précisément les bactéries, décider exactement quand est-ce qu'elles se divisent, etc., pour qu'on ait tous les taux individuels sur des milliers de cellules. Et puis le travail de modélisation sur la croissance bactérienne et d'analyse statistique, il est fait par Ignacio, qui est en co-tutelle entre Sylvie et moi, et qui est dans la salle, là. Donc si vous avez des questions, c'est lui qui va répondre, pas nous. Et puis c'est Sylvie, tu veux parler du groupe des plasmides? Voilà. Donc, je voulais quand même dire, et pour les plus mathématiciens ici, que ce travail sur les plasmides, là, je vous ai montré un petit peu l'initiation du travail, mais que du point de vue mathématique, à partir de ce modèle probabiliste qui peut vous paraître simple, on a développé, parce que bon, là, on a regardé qu'un seul type de plasmide, mais dans la réalité, il y a beaucoup de types de plasmides. Il peut même y avoir des continuums de types de bactéries différents, et en fait. Ce qu'on peut voir du fait de ce compromis entre la croissance démographique et le transfert, c'est que dans des comportements, dans des grandes populations et en temps long, on peut avoir des phénomènes extrêmement variés et tout à fait étonnants, quoi. On peut observer des espèces de souches de plasmides de résistance qui évoluent, et puis au bout d'un moment, la population s'écroule. Et puis, il reste des individus qui étaient mieux adaptés sans plasmide, qui recommencent à pousser. Et on peut comme ça voir même des souches de résistance apparaître. Donc, c'est pour dire qu'à partir d'une question posée par Myriam il y a peut-être 5 ans, on travaille toujours et à beaucoup finalement sur ces thèmes-là. Donc, les simulations que je vais montrer, c'est Sylvain Billard qui est en écoévolution, qui est un biologiste évolutionnaire à Lille. Donc, on avait aussi travaillé avec Régis Ferrière, qui est aussi en écoévolution, donc à cheval entre l'ENS et l'Université d'Arizona, et puis Vietti Tran pour la partie probabiliste. Voilà. Donc, merci. Voilà, merci à tous. Alors, vous voyez qu'on est en symbiose parce qu'on partage un micro. Il ne faut pas qu'elle soit s'éloigne trop. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question un peu simple, mais je comprends pas trop pourquoi en fait, la loi qui décrit la taille de bactéries est exponentielle de base E et pas par exemple base 2 si on voit qu'elle se divise par 2 chaque fois. Alors, Taille, c'est vraiment sur la taille. Oui, donc c'est une question sur la taille de la bactérie, parce que quand on parle de croissance, ça nous est arrivé plusieurs fois que l'une parlait de la croissance d'une bactérie et l'autre parlait de la croissance de la population, parce que donc là tu parles de la croissance d'une bactérie. Du groupe de bactéries, de la famille. Ah, donc ta question, c'est pourquoi ça suit des lois exponentielles. En fait, c'est une approximation. On va dire que c'est une première approximation, mais en fait, ça ne suit pas vraiment une loi exponentielle. Donc, alors il y a pas mal d'études. Donc, Myriam a parlé des Mother Machines, mais il y a beaucoup. Alors ça, c'est aussi très intéressant pour nous probabilistes parce que il y a énormément à l'heure actuelle d'expériences qui se font qu'on appelle soit single cell, soit en microfluidique. En microfluidique, on arrive à isoler des gouttelettes de nutriments de quelques microns dans lesquels on injecte 1 ou 2 bactéries et on observe les croissances, les émergences de populations dans ces gouttelettes. Donc ça, on travaille avec une équipe qui est à cheval entre Pasteur et Polytechnique là-dessus. Et ce qu'on a remarqué, c'est effectivement, c'est pas vraiment exponentiel, mais dans une première approximation, ça l'est. Voilà.
Alors justement, avec Ignacio, tu vois, ce qui nous intéresse, c'est quand on regarde vraiment en détail la structure en taille des cellules, c'est-à-dire quand en plus de prendre, au lieu de ne prendre en compte que les divisions et les morts cellulaires, on prend en compte aussi la croissance de chaque cellule dans le système. Eh bien, en fait, on arrive à décrire ces temps de division à partir, donc c'est le premier travail que je vous ai présenté succinctement, on arrive à caractériser les instants de division à partir des tailles des cellules. Mais quand on a beaucoup de cellules, chaque cellule a une taille différente, et donc on arrive dans des systèmes très lourds qu'on modélise, mais pour votre niveau licence, ça me paraissait compliqué, parce qu'on appelle des processus à valeur mesure, donc voilà, où on prend en compte toutes les tailles différentes des cellules. Et là, bon voilà, mais c'est lourd, et bon voilà, une première approximation dans ces modèles-là, c'est quand même les lois exponentielles, quoi. Mais effectivement, c'est des questions que se posent les biologistes maintenant très finement, de capturer mieux les temps de division de ces cellules. Avant, ils pouvaient pas observer les émergences de petites populations. Comme l'a dit Myriam, tu mets des bactéries dans un tube à essai, le lendemain, il y en a des milliards, quoi. Donc maintenant, on sait capturer par ces expériences merveilleuses là, de Mother Machine que vous faites, ou par la microfluidique, ces choses-là. Donc maintenant, on a des données. Lui d'abord et vous ensuite. Vas-y. Est-ce que vous pouvez revenir sur le taux de transfert? J'ai pas très bien compris à quoi il correspondait. Est-ce que c'est le temps moyen qu'une bactérie, qu'une bactérie va mettre à... Alors là encore, c'est une grosse approximation. Parce que c'est le temps, donc c'est effectivement ça prend du temps de transférer. Je crois que tu sais mieux que moi, mais ça prend combien? Ça prend 10 à 15 minutes pour transférer. Et nous, on considère que c'est instantané dans ce modèle-là. C'est-à-dire que c'est vraiment, on dit le temps où on transfère le plasmide. Voilà. Donc c'est instantané entre le temps de contact entre les deux bactéries. Et le temps où vraiment le lipus s'est fait, le plasmide. Donc tout ça, on l'a résumé. Mais je suis d'accord que pour rentrer dans un modèle plus compliqué. Donc vous voyez, on a déjà deux questions qui vous disent que ces modèles-là, ils peuvent se compliquer à l'infini du point de vue de la biologie et aussi des mathématiques. C'est pour ça que c'est passionnant. C'est parce que chaque ajout d'information va amener à de nouvelles questions mathématiques et qui peuvent être vraiment amener des résultats très originaux. Parce que les questions posées, c'est pas les questions qui étaient posées par d'autres domaines scientifiques, quoi. Donc effectivement, si on voulait suivre ça plus en détail, il faudrait. On va passer aux autres. Monsieur. Et ma question, il y a beaucoup de morts cellulaires, mais est-ce qu'on peut envisager dans votre modèle aussi les naissances? Ça a tenu un peu le pessimisme. Ah bah oui, là il y en avait beaucoup des naissances. Les paramètres petit b, c'est ce qui justement caractérise les divisions. Là, dans les modèles cellulaires, on parle plutôt de division cellulaire que de vraiment de naissance. Mais c'est émergence. Il y avait. Oui. Est-ce qu'il y a des substances qui existent dans la chromosome bactérienne ou est-ce qu'ils sont tous dans notre Bouge pas trop. Alors, il ne faut pas que je bouge trop, mais du coup, alors je vais répéter la question. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a des gènes de résistance qui sont dans les chromosomes bactériens et pas que dans les plasmides? La réponse c'est oui, mais il y en a beaucoup dans les plasmides, mais il y en a aussi sur les chromosomes. J'ai deux questions. La première c'est quelle souche vous avez utilisée dans votre étude? Et la seconde question c'est est-ce que les lois que vous avez identifiées peuvent être généralisées à toutes les bactéries? Oui. Alors, la première question, c'est quelle souche on a utilisée dans notre étude? Alors, on a utilisé la bactérie modèle des laboratoires de biologie qui s'appelle Escherichia coli. Et dans l'espèce Escherichia coli, on a utilisé une souche qui est une souche ancestrale, qui est vraiment assez bien représentative du fonctionnement de la cellule Escherichia coli. Dans les lois de croissance, alors en ce qui concerne la croissance des cellules elles-mêmes, en particulier, donc quand on s'intéresse à la loi de croissance, pas de la population, mais de la
cellules elles-mêmes, on dit qu'elles croient exponentiellement dans notre modèle. Ça a été démontré chez Shakoli de manière expérimentale. C'est très difficile en fait de savoir si les cellules croissent de manière exponentielle ou pas. Ça a été fait par des manips très élégantes où les gens ont pesé les cellules au cours du temps avec un système de microfluidique très sophistiqué. C'est très difficile de poser une cellule bactérienne parce que ça pèse vraiment pas beaucoup, donc les balances normales elles marchent pas. Il faut des balances un peu spéciales. Et on a montré que donc leur masse au cours du temps augmentait de manière exponentielle. C'est probablement conservé pour un certain nombre d'espèces et il y a très probablement des cas où la croissance n'est pas exponentielle. Je ne les connais pas, mais comme toujours en biologie, il y a toujours des cas qui correspondent pas à ce que je fais dans le modèle. Oui? Je me rappelle vaguement d'un vieux truc qui s'appelle la loi de Gauss, qui dit qu'à l'intérieur d'une même niche écologique, un organisme avantagé va déplacer un organisme qui n'est pas avantagé et un peu moins avantagé. Est-ce qu'on fait des expériences avec la machine? Évidemment, il n'y a pas de niche écologique puisque tout est en parallèle. Est-ce que Madame possède maintenant des outils mathématiques pour injecter le modèle probabiliste dans la loi de Gauss pour voir quel serait à l'intérieur d'un milieu, tel qu'un être humain, l'avantage d'un microbe légèrement résistant? Alors, effectivement, donc dans la mother machine, en fait, on fait exprès pour qu'il n'y ait pas de compétition. On fait pousser les cellules en parallèle pour qu'il n'y ait pas de compétition, pour qu'on puisse voir des événements rares qui s'ils sont un peu délétères, seraient chassés de la population. Dans le modèle sur les plasmides, on a un paramètre dit de compétition où, en fait, les cellules qui poussent plus lentement vont être chassées. Donc, ça récapitule déjà, je pense, que ce que vous appelez la loi de Gauss. Je ne sais pas si tu veux commenter plus. Oui, c'est un peu ça que représente le modèle. Alors, si je sais pas si j'ai pas bien compris, vous posez la question s'il n'y a pas de compétition ou parce que dans les résultats expérimentaux à partir de la matière machine, il n'y a pas de compétition. Vous avez un modèle de résistance et après, est-ce que vous pouvez injecter ce modèle vers un modèle de compétition pour savoir ce qui va se passer quand il y a compétition entre la bactérie résistante et la bactérie non résistante à l'intérieur d'une niche? Oui, alors là, il faudrait faire d'autres expériences. Oui, alors si, en mother machine, par exemple, si on identifie deux sous-populations dont une pousse plus lentement que l'autre, par exemple, ce qui est possible, hein, quand on commence à les exposer aux antibiotiques, il y a des cellules qui vont vraiment pas bien, donc qui poussent beaucoup plus lentement. On pourrait calculer, estimer les paramètres de croissance dans ces conditions-là, et ensuite utiliser les modèles de compétition pour prédire ce qui se passerait dans un environnement où il y a compétition, effectivement. Pour l'instant, on n'a pas de données là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas de données parce qu'on n'a pas fait les mesures de taux de croissance, par exemple sous pression de sélection avec des antibiotiques à des niveaux faibles qui vont pas tuer les bactéries, mais qui vont juste changer la croissance, qui vont les faire pousser plus lentement. On avait commencé avec un stage, hein, tu sais, Frédéric, je sais pas. Enfin, on n'a pas les données. Question Internet, vas-y. Question Internet. Si on prend trop d'antibiotiques, on génère des souches résistantes, mais est-ce que c'est à l'échelle de la planète ou pour soi-même dans notre corps que ça pose problème? Alors, c'est une très bonne question. Alors, si on prend trop d'antibiotiques, on ne génère pas des souches résistantes, on sélectionne des souches résistantes. Donc, prendre des antibiotiques, ça ne crée pas des mutants, ça sélectionne les mutants qui sont préexistants. Il y a des mutants, il y a des gènes de résistance aux antibiotiques qui sont là et on sait très bien, par exemple, on a regardé des collections de plasmides qui ont été faites dans les années 1900, donc avant qu'on utilise les antibiotiques, et il y avait déjà des gènes de résistance dans ces plasmides-là, d'accord? Donc ce qu'on fait en ce moment, depuis qu'on donne des antibiotiques aux humains et aux animaux, puisqu'on donne beaucoup d'antibiotiques aux animaux qui poussent dans les fermes, de manière en batterie, ce qu'on fait, c'est une expérience extraordinaire de sélection qui marche hyper bien. Ça marche hyper bien, la sélection. Donc, les maths, là, elles expliquent ça. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, donc le résultat là sur d'invasion, sélection, etc. Bah, ça confirme ce qu'on fait très très bien depuis 70 ans. On fait une magnifique expérience de sélection à l'échelle de la population humaine
Et puis on s'aide avec tous les porcs, les veaux, etc. qu'on traite, qui ont quand même à peu près les mêmes bactéries que nous. Et donc on sélectionne des antibiotiques. Alors la question c'est, est-ce qu'on le fait à notre échelle à nous, dans un individu à l'échelle de la planète? On le fait très clairement à l'échelle de la planète. Chez un certain nombre d'individus, on a vu effectivement de la sélection dans le même individu. C'est pas quand même ce qui est le plus courant, mais ça arrive en particulier chez des individus qui ont des pathologies lourdes avec des infections à répétition. Par exemple, les gens qui ont la mucoviscidose, ils ont des infections très lourdes dans leurs poumons parce que la physiologie de leurs poumons est pas normale. Ils ont des bactéries qu'on appelle des pseudomonas qui sont en gros installées dans leurs poumons. Ils sont traités à répétition par des plasmides et on voit arriver l'émergence des souches résistantes au fur et à mesure des traitements. Donc oui, mais c'est en général des gens qui sont vraiment traités à répétition. Quand nous, on prend une fois une semaine d'Augmentin, ça va fortement changer notre microbiome, ça va fortement changer les bactéries dans notre intestin. On va mettre 3-4 mois à récupérer un intestin normal, mais on va pas nécessairement sélectionner des souches résistantes pour nous pour la prochaine infection. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière question Internet. Dernière question Internet, vas-y. Comment est-ce que les cellules sont mises dans les peignes? Est-ce qu'elles poussent dedans dès le début? Est-ce qu'on les met avec un pinceau ou une pince optique? Alors non, elles poussent pas dedans dès le début. Si on les laisse pousser très très longtemps, elles commencent en fait à envahir le peigne. Elles font un biofilm et on peut plus rien faire. On peut plus faire de manip, une espèce d'énorme colonie de bactéries. Alors on commence par les faire pousser dans une large flasque à des densités pas très élevées pour qu'il n'y ait pas beaucoup de bactéries, donc elles aient beaucoup à manger, qu'elles soient pas stressées, parce que les bactéries qui commencent à percevoir qu'il n'y a pas à manger, elles sont stressées et donc elles induisent des réponses au stress. Et ensuite, alors on ne peut pas j'ai des collègues qui ont essayé de les faire entrer avec des pinces optiques. Le problème c'est que le laser qu'ils utilisaient a brûlé les bactéries, donc ça va très bien marcher. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les fait rentrer très doucement. On a des pompes en fait. On injecte le milieu avec des pompes qui c'est un peu pressurisé. Et ensuite, on a deux techniques. Soit on les laisse rentrer par gravitation, soit on fait une petite centrifugation de la puce microfluidique très lente, pas très vite parce que sinon on stresse les bactéries pour qu'elles rentrent dans les peignes. Et des fois, il y a des peignes où il n'y a pas de bactéries. C'est normal. Parce que c'est difficile en fait de les faire rentrer. Bon, on va s'arrêter là. Bon. Merci beaucoup, merci à tous et merci pour vos questions. Merci.